Fais mon clap, par contre ça fait plein d'écho. Je peux commencer? Donc bonjour à tous, moi c'est Gauthier, je suis en 3e année à l'ESIEA. Donc je vais vous parler un peu de web scrapping. Donc moi ce sera pas trop une conférence vraiment sur le web scrapping, toute la discipline compagnie. C'est plutôt en fait parler de trucs marrants. En l'occurrence, parler de à quel point on confie des responsabilités importantes à des gens complètement cons, notamment sur le plan d'aspect sécuritaire. Donc le web scrapping, qu'est-ce que c'est? Je vis sur quoi déjà? Oh, ça marche. Donc en gros, l'idée du web scrapping, c'est à différencier du web crawling. Le web crawling, c'est Google, c'est suivre des liens pour indexer des pages et faire des moteurs de recherche. Le web scrapping, c'est plus prendre des pages spécifiques pour choper de l'info, la formaliser et après l'exploiter. Donc la data, en fait, dans le monde, ça coûte beaucoup d'argent. Donc, tout ce qu'on parle de big data. Donc ça, c'est des sources donc, du cabinet d'études IDC, je ne sais pas ce que ça vaut. Je trouvais que c'était juste des chiffres significatifs. Donc on parle de 130 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2016 sur le big data en général. Donc que ce soit sur l'acquisition, c'est plus le web scrapping, le traitement et puis l'exploitation, la revente. Donc quand on parle de data, vous pensez surtout à ça, hein, à la data qui est revendue aux géants du net pour faire de la pub ciblée, pour en fait vendre mieux leurs produits. Donc ça aussi, ça rapporte beaucoup d'argent, mais c'est pas ce dont quoi je vais vous parler. Moi, je vais plus vous parler de data d'entreprise. En fait, c'est un vrai marché que se partagent 3 grosses boîtes. Donc LinkedIn, que vous connaissez sûrement, parce que vous avez tous sûrement un compte LinkedIn pour faire votre réseau, pardon. Mais LinkedIn, c'est aussi beaucoup utilisé pour avoir plein d'infos sur les boîtes. Toutes les grandes boîtes de la Terre ont leur page LinkedIn, pour vous sourcer, vous, hein, pour vous recruter, mais aussi pour partager ce qu'elle fait. AngelList et Crunchbase, que vous connaissez peut-être moins, en fait, elles sont plus des boîtes pour les investisseurs. L'idée, c'est que chaque boîte, chaque startup a sa petite fiche avec qui elle est, quels sont ses fondateurs, qu'est-ce qu'elle fait, quels sont en fait ses précédents funding rounds, c'est-à-dire les fonds qu'elle a levés précédemment. En fait, c'est plein d'infos qui servent aux investisseurs. Donc moi, qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? En fait, en plus des cours, je suis freelance et pendant des missions, on m'a demandé en fait d'acquérir toutes ces infos-là qui sont sur ces sites-là. Donc pour l'idée, en fait, après, c'est de générer des belles fiches propres de compagnie. En gros, l'idée, c'est que si une boîte, un grand groupe, veut des infos sur un secteur de marché de start-up, par exemple, moi, c'est pour ça que j'ai été amené à travailler, veut par exemple plein d'infos sur les start-up qui bossent dans l'acquisition de signal ou quoi que ce soit, et directement, elle entre des sites internet de start-up et ça va directement crawler et scraper plein d'infos sur elle, sur qui elle est, qui sont ses fondateurs, c'est quoi son business model, etc. Donc moi, je suis arrivé, je me dis, je suis un génie, j'ai juste à prendre ces sites-là, je prends leur API et puis c'est bon, c'est réglé. Sauf que bien évidemment, LinkedIn, ça n'a plus d'API depuis que c'était racheté par Microsoft, donc depuis perpète. AngelList, ça a eu une API à un moment, mais elle n'est plus maintenue, elle ne sert plus à rien. Et Crunchbase, elle coûte la bagatelle de 10 000 € par an. 10 000 $ par an, pardon. Donc très clairement, c'était inabordable de payer tout ça. Donc qu'est-ce que je fais? Je le fais en Soum Soum. L'idée en fait, c'est d'utiliser 2 librairies Python. Une qui s'appelle Beautiful Soup. L'idée de Beautiful Soup, en fait, c'est un concept très basique. Ça prend des pages HTML ou des fichiers XML et ça les interprète, ça les sérialise pour après les manipuler comme des tableaux Python, grosso modo. Et Selenium, c'est un truc un peu plus poussé. L'idée, c'est que vous contrôlez un navigateur virtuel avec du Python. Donc un navigateur qui exécute vraiment du JavaScript et compagnie. Bon, c'est beaucoup plus lourd comme architecture, mais du coup, ça permet de faire des trucs un peu plus loin. En fait, je vais un peu vous parler du coup de comment j'ai utilisé ça pour un peu niquer les fausses bonnes idées de protection que toutes les boîtes, que toutes ces boîtes-là ont eu pour se protéger contre les bots qui ne veulent pas payer les 10 000 $ par an d'API. Donc la première bonne idée, c'est de se baser sur le user agent. Le user agent, je ne sais pas si vous connaissez. En fait, quand vous allez sur Internet, dans les petites requêtes header qui sont envoyées par votre navigateur, il y a le user agent. En fait, c'est les infos sur quel est votre navigateur, quelle est sa version, quel est votre OS. Bon, ça, c'est le mien, le dernier que j'ai eu. Donc, c'est du Firefox sur Linux, sur un Proco x86. Donc, quand vous faites une requête avec request, un module Python, lui, ce qu'il envoie, c'est ça comme information. Donc, les gars, ils se sont dit, attendez, s'il y a un truc que je connais pas, genre s'il n'y a pas Firefox ou Chrome dans le truc, je tège. Sauf que bien évidemment, c'est un truc côté client, donc ça se modifie, donc en fait, ça sert à rien. On est censé être un GIF, mais sur LibreOffice, ça gère pas les GIFs, ça lag, donc il n'y a pas de GIF. Désolé. Qu'est-ce qu'il y a? Je connais pas, mais tant mieux.
Voilà. L'autre idée de génie, ça c'est société.com qui a eu, c'est une boîte française, donc eux c'est plus sur les infos légales qui traînent. Donc eux ils se sont dit, bah, tout ce qu'on a à faire c'est trouver des dictionnaires, des banques de données d'IP de serveurs. Ou de toute façon simplement regarder un whois de l'IP qui se connecte, et puis si c'est un truc chez AWS, bah, je l'accepte pas. Sauf que bah, ces génies en fait, ils bloquent pas les IP Tor. En fait, ça se bloque, hein. Enfin, ça se bloque. Il y a des annuaires de certains relais Tor où il y a moyen d'un peu de soum-soumer, savoir si une IP est sur Tor ou pas. Ils le font pas, donc bah, pour scraper société.com, bah, j'ai juste un Tor qui tourne sur mon serveur et puis je fais passer des connexions dessus et voilà, ça suffit. Ils sont jamais allés plus loin. L'autre idée de génie que certains ont eu, c'était de passer par Cloudflare. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un CDN à la base, c'est Content Delivery Network, je crois, un truc comme ça. En gros, le truc de base, c'est que bah, vous mettez votre serveur derrière, et quand quelqu'un accède à votre site, tous les fichiers lourds, type images, CSS, JS, tous les fichiers statiques, en fait, à la place de les prendre sur votre site, parce qu'ils bouffent de la bande passante, ça les prend sur Cloudflare, enfin Cloudflare les indexe pour vous, les met en cache pour vous. Et en fait, maintenant, ils vendent une solution un peu sécu, anti-bot et compagnie, parce qu'en fait, bah, c'est complètement claqué. Bon, là, c'est un GIF, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est l'idée. Ça bloque rien du tout. Genre vraiment rien du tout. À peine les attaques des DOS quand ils arrivent. Mais donc il y a plein de sites pour de vrai qui se basent uniquement sur ça pour leur sécurité. Ce qui est une énorme connerie. Donc bah voilà, ils se disent bah ça suffit hein. Bon, il y a quand même des vraies boîtes qui ont fait des vrais trucs pour les antibots. Ça, c'en est une qui s'appelle Distill Networks. Eux, ce qu'ils font, ils se sont dit bon les gars, on va faire des vrais trucs quand même pour les antibots. Et ils se sont dit bon déjà une manière simple de baiser Beautiful Soup, c'est en fait de demander au navigateur, avant d'écrire la page, c'est d'exécuter un petit bout de code JS. Sauf que bah, Beautiful Soup, tout ce qu'il fait, c'est de l'interpréter du HTML, hein, ça n'exécute rien du tout. Donc déjà, c'est baisé. L'idée, en fait, c'est que bah, quand Jean-Pierre il veut aller sur un serveur, normalement, bah, il demande la page, et puis le serveur, il lui répond la page. Avec Distill Networks, Jean-Pierre, il va demander la page, et le serveur, en fait, ce qu'il va lui répondre, lui, c'est une page vide, avec juste un gros code JS, qui va choper plein d'infos sur votre navigateur. En fait, ça va exécuter plein de fonctions pour récupérer des variables internes. Bon, on va en parler après, mais du coup, bah, si le serveur est d'accord, bah, là, il vous renvoie la page web. Donc, c'est bien, parce que du coup, bah, tous les solutions à compte, de faire juste un petit curl ou un wget du truc, bah, c'est baisé. De faire un request, c'est baisé. Par contre, ça, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe quand vous voulez aller dessus. Par contre, du coup, bah, tout ça, c'est les données côté client. Donc là, ce que j'ai fait pour bypasser ça, c'est super simple. C'est que j'ai pris un truc qui s'appelle MITM Proxy. L'idée, en fait, c'est que c'est un petit proxy en Python qu'on peut, où on code des plugins, quoi. Donc j'ai fait un plugin à la con qui, en fait, ça c'est le fichier qui est téléchargé de Distill Networks et qui, du coup, bah, en plus de ce fichier-là, sur chaque page HTML qui est téléchargée, qui passe, et bah, je mets mon petit fichier JS qui, du coup, modifie toutes les valeurs internes de mon navigateur à chaque fois. En gros, eux, leur stratégie, c'est que bah, ils sont pas en mode bah, lui c'est un bot, lui c'est pas un bot. Ils évaluent le risque de chaque utilisateur par rapport à plein de critères plus ou moins obscurs. Et en fait, l'idée c'est que si vous allez avec un bot sur un des sites protégés, ça va passer peut-être une fois, deux fois, mais pas trois fois. Parce qu'en fait, après, ils calculent du coup un unique ID avec plein de paramètres comme ça, hein, donc l'angle du navigateur, les plugins installés, l'architecture, l'OS, etc. Et s'ils voient qu'il y a du coup un même browser qui se connecte au serveur en un temps imparti, ils vont se dire, c'est louche, je le tège. Du coup, l'idée, c'est qu'avec mon petit MITM Proxy, j'ai un bout de code après pour vous montrer, voilà, ça c'est un exemple, c'est un des bouts de code que j'injecte. Du coup, bah, c'est du full random partout. C'est bah, quand il me demande les langues, je bypass et je lui balance bah, un coup c'est du français, un coup c'est de l'anglais, un coup c'est du français de France et du français et puis de l'anglais. C'est débile comme ça. Mais en fait, du coup, ça baisse complètement le script qui génère le unique ID du navigateur. Et du coup, bah, en fait, dès que mon bot se connecte, il voit qu'il y a un petit risque quand même, mais il se dit, ah, c'est une nouvelle personne, c'est bon, je laisse passer. Il y a une autre boîte qui fait ça, qui s'appelle Perimeter X. C'est le même principe. Eux, leur idée, c'est toujours donc, à la connexion, je balance un petit script JS, et puis je récupère plein d'infos locales sur le navigateur. Puis si je suis content, je laisse passer. Si je suis pas content, je laisse pas passer. Par contre, il y a une petite subtilité où je vais faire une petite démo. Je vais brancher mon ordi, du coup. Hop. Juste mon petit câble. Je débranche le Projo du coup. Hein. Pour débrancher. Ah non, c'est bon. Hop.
Donc eux, le principal problème, c'est qu'en fait, ils laissent le client déployer lui-même la solution. Sauf que vous savez très bien ce qui se passe quand on laisse le client faire lui-même sa sécu, bah, il fait de la merde. Et je vais vous montrer un magnifique exemple de comment mal utiliser un très bon anti-bot. Oh, ça marche, super. Est-ce que je peux passer... Oh, ça marche. Merde, raté. Bon, c'est pas grave, on va se contenter d'une petite fenêtre. Qu'est-ce que... Ça arrive. Faut que je configure toutes ces conneries. Hop, cloner, ça marchera mieux comme ça. Parfait. Alors. Bah, tout ce que je fais, je vais vous montrer en fait le code de base pour ouvrir simplement Selenium. Donc Selenium, je le rappelle, c'est le petit outil qui en fait pilote avec des commandes, donc c'est là en Python, le navigateur. Est-ce que je connais par cœur la commande? Non. Hop. C'est ça, c'est pas ça? Ah si, c'est ça. Bon, en fait, je connaissais la commande, c'est pas la peine. Hop. Allez. Donc là, en fait, c'est Chromium. Donc vous pouvez télécharger, en fait. La seule subtilité, c'est qu'en fait, je l'ai ouvert avec mon petit interpréteur de commande Python. Donc ce Chrome Driver là, il est en fait sans mon petit proxy qui modifie les valeurs internes. Du coup, en fait, il est flag instant par tous les antibots. Le principe, c'est qu'en fait, depuis la dernière version de Chromium, il y a une variable interne pour dire je suis piloté par un code. Donc bien évidemment, tous les antibots, ils le tègent. Donc si je vous montre, je vais sur un bon antibot. Donc, par exemple sur Hauler, c'est un autre site comme je vous montrais comme AngelList, comme Crunchbase pour avoir des informations sur les boîtes. Là, je vais sur la page blanche. Là, il fait le petit code JS et puis là, je me fais tège. Maintenant, un exemple d'un mauvais antibot, ou en tout cas très mal implémenté sur Crunchbase. Si je vais dessus, vous avez la petite subtilité, j'ai les informations, puis le code JS est interprété, puis je suis tège. Voilà, petit problème, c'est que du coup, sur mon proxy, j'ai juste en fait à refuser le téléchargement du JS et puis j'ai les infos, quoi. Mais ça bloque, ça bloque. Donc le client il est en mode bah oui, ça bloque, ça marche très bien, bien sûr. Je vous rappelle, Crunchbase, c'est 10 000 € par an l'API de base, juste pour avoir les infos de base des boîtes. On revient petit affichage, voilà. Donc ça, c'est un peu les... Ça marche plus, si. Ça a perdu le focus. C'est bon, voilà. Donc, c'était un peu tous les trucs de Bit, un peu des antibots qu'il y a eu. Et pour, entre guillemets, conclure sur une petite ouverture, vous connaissez sûrement Tipeee. C'est un truc pour faire des dons à des créateurs sur Internet. Et depuis 3 mois, je crois, quelque chose comme ça, un peu moins, 2 mois, ils ont créé un truc qui s'appelle Clippy. C'est comme sur, je sais plus quel site qui a ça. Où en fait, si vous n'avez pas d'argent pour soutenir vos créateurs, vous regardez des vidéos. Et ça donne de l'argent aux créateurs. Donc vous devinez ce qu'on a fait. Hein. On a fait un bot qui créait des comptes Tipeee, qui créait des comptes Facebook, qui les link, parce qu'en fait c'est génie. Ils se sont dit, bon, il va y avoir des bots, bien évidemment. Ils ont dit, comme unique protection, ce qu'on va faire, c'est qu'on va forcer les gens à se link à un compte Facebook. Sauf que faire un bot qui crée des comptes Facebook, c'est pas plus compliqué, parce qu'en plus il y a 0 captcha sur le processus, donc ça sert à rien. Du coup, on a fait un bot qui lit des vidéos, qui crée des comptes, et on s'est fait comme ça, pour l'instant, pas grand chose, ils ont tout niqué, mais on avait un moment 1000 € sur notre compte Tipeee, parce qu'en fait c'était à hauteur de 3 centimes par vidéo, 3 vidéos regardables par compte par heure, fois 200 comptes qu'on a créés.
C'est avoir une petite démo du truc en action, c'est assez rigolo à voir. En fait, pour info, tout ce que je fais là pour ce que je vais avant pour les infos pour les boîtes, c'est sur des serveurs AWS et en fait, c'est fait en mode headless. C'est un truc que gèrent les Firefox et Chrome maintenant. En gros, c'est lancer un navigateur sans interface graphique. En fait, du coup, bah, ça simule un écran virtuel. Et du coup, bah, je peux faire je peux faire comme si j'avais un écran avec mon navigateur, mais alors je suis sur un serveur qui a même pas 500 mégas de RAM. Je vais vous montrer du coup ce que ça fait si on laisse l'écran allumé, c'est assez rigolo à voir. Je vais vous montrer. Tant ça charge. Quelque chose, pas encore, ça arrive. Oula. Oui, c'est pas beau. Vous voyez pas encore, mais c'est pas très beau. Oula. Bon, moi j'ai mon PyCharm qui aime pas trop les petits écrans. Merde. Non, t'inquiète. Je vais juste me remettre en mode... je sais pas trop quoi là. Merde. Hop, joindre les écrans. Merde. Pourquoi il est pas content? Ça arrive, hein, juste qu'il est pas content que je... Oh. J'ai bien fait le truc. Raté. C'est une chance sur 5. Bon, il veut plus, c'est pas grave, on va y retourner quand même comme on peut. Bon, je vais le faire en terminal. Hein. Hop. Où est-ce qu'il est ce bâtard? Ah non. Je retrouve mon dossier PyCharm dans ce bordel. PyCharm Project. Hop. Ça va marcher normalement. Oh, c'est pas beau. Je vais vous montrer du coup la gueule du truc que ça, quand ça fait des magnifiques trucs de bots sur LinkedIn, sur Tipeee, qui a plein de délais à la con, parce que des fois ça charge, et hop, pas tout seul, ça tape les entrées, puis ça va regarder des vidéos tout seul. Bon, ça va aller sur une de mes pages Tipeee normalement, tout va bien, voilà. C'est une page bullshit créée, je sais pas si vous voyez le nombre de vues, hein, il n'est pas affiché le nombre de vues, il y a 3500 vues depuis le début du mois. On était à 20 000 à un moment, mais ils se sont rendus compte qu'il y avait un petit souci. Oui, du coup, ils nous ont retiré notre argent et nos vues. Mais ça marche toujours. Hein. Je sais pas ce qu'il fout. Il a peut-être pas aimé que je bouge ma petite page, l'autre goggle. Ouais, super. Ouais, il a pas aimé que je bouge. En fait, ça, c'est un machin qui, normalement, en fait, bah, il tourne en headless, où je vois rien, c'est juste qu'il le fait tout seul. Bah, je montre juste pour la démo quelle gueule ça a, ce qu'il fait réellement, quoi. Pareil, il n'y a aucun antibot qui dit quelque chose par rapport à la vitesse de tape. Hein.
C'est vrai. Bah, après, sur le mot de passe, c'est différent parce que j'ai un mot de passe. Je crois qu'il modifie directement la valeur d'input dans le code. Alors que, c'est vrai? Parce que là, pour le coup, il fait vraiment les inputs clavier, hein. Là, dans mon code, c'est mets le curseur à tel input et tape la séquence. Je vais vous montrer le code après, la gueule que ça a. Non, il est pas content. Dommage, c'est pas grave. Oh, c'est pas beau ça. Bon, raté, c'est pas ce que je voulais montrer du coup, mais est-ce que j'ai peut-être... Hop, 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 hop. Est-ce que ce machin marche toujours? Donc ça, en fait, c'était mon raté. Bon, raté. Bon, mais j'aurais dû préparer mes démos. Alors, je vous montrerai bien la gueule du code que ça a, juste pour voir, montrer que c'est trivial en fait. Comment c'est fait. En fait, la grosse partie du web scrapping, c'est pas directement de choper les pages et trouver où sont les bons éléments HTML, c'est surtout en fait de réussir à bypass les antibots. C'est toute la subtilité de la discipline. Je vais vous montrer vite fait à quoi ressemble le code qui va récupérer qui va cliquer sur les vidéos Tipeee. Donc c'est un truc ultra crade. Mais bon, pour se loguer, ce que ça fait, ça va récupérer la page de login. Ça va aller sur l'iframe de login. Ça récupère l'élément qui a comme ID username et puis ça tape dessus le mail, quoi. Et après, ça clique sur Submit. Voilà, c'est aussi trivial que ça. Par exemple, pour regarder les vidéos, bon, ça fait une boucle tant qu'il y a des vidéos, ça les lit et puis ça regarde le pourcentage d'avancement sur la barre pour savoir quand est-ce qu'il peut quitter. Donc c'est aussi trivial que ça. Donc je peux vous montrer ça et pas les trucs LinkedIn et compagnie parce que je suis sous NDA, que je bosse pour une boîte. C'est les avantages de bosser pour une boîte. T'as la démo qui marche? Ah. Sûr ça marche? Ouais, on a testé avec toi. Faut changer de PC pour la 5e fois. Hop. Hop. Il se passe des choses. Oui. Là, ça a peut-être marché. Donc là, pareil, hein, c'est juste ça va se loguer et compagnie. Tout va bien. Je sais pas pourquoi ça affichait bizarrement, mais c'est pas grave. Une autre page bullshit. Moi, je suis aussi youtubeur Call of dans une autre vie. Non, ça marche pas, hein, le. J'ai pas de chance alors. RIP. Hein. Pourquoi il est pas content? RIP, hein, ma démo, je l'ai pas préparée. Ça arrive. Et bref, en théorie, normalement. Je comprends rien à un Mac, mais. Non, bon, tant pis. Normalement, c'est en fait le bot, il clique là. Non, c'est moi qui le fais à la main là. Je peux faire genre voilà, c'est un magnifique bot qui va regarder les trucs. Du coup, en fait, ça lit les vidéos et puis toutes les vidéos, dès que ça dépasse le check, j'ai 3 centimes quoi. Et c'est con comme ça, mais en fait, on avait réussi du coup à avoir sur le compte le Tipeee quasiment 1000 balles. Bon, ils se sont rendus compte avant la fin du mois que il y avait un truc qui allait pas. En fait, à mon avis, c'est les annonceurs. En fait, ils ont bloqué tous nos serveurs qui étaient aux États-Unis. Soit ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait pris tous nos potes, on leur avait un peu racketté leur mail étudiant pour demander à AWS des comptes étudiants pour avoir des EC2 gratos. Et du coup, tous les EC2 gratos étaient aux États-Unis. Donc en fait, l'argent gagné depuis les États-Unis était viré, mais du coup, il nous restait l'argent des comptes Azure. Donc on s'est fait 200 balles, quoi. Rien de quasiment 300, mais rien de folichon. Et du coup, on s'est bien amusé avec ça. Qu'est-ce qu'il y a? Un mois. Voilà, donc c'était la fin de la présentation avec une petite ouverture un peu ratée, mais voilà, je sais pas si vous avez des questions. Ouais, est-ce que du coup, en fait, il y a eu une vraie guéguerre, en fait, parce que du coup, ils ont déployé toutes les semaines une nouvelle mesure anti-bot, mais que ce soit anti-bot ou que ce soit en fait une modification de leurs règles, en fait, à la base, si on pouvait utiliser nos 200 comptes sans qu'ils aient rien fait, ça faisait 1 million par an, quoi.
Et en fait, en gros, parce que au début, c'était 3 vidéos par compte toutes les heures. Maintenant, c'est 3 vidéos par jour. Du coup, déjà, ça divise par 24 nos revenus. Puis maintenant, il y a plein de filtres IP à la con. Enfin, ils font encore des magouilles chelous, on sait pas trop ce qu'ils font. Mais voilà, je sais pas si vous avez des questions. Dans tout ce que tu as fait là, c'est si tu as un captcha, t'es baisé. Alors, c'est le mystère de Google. J'ai fait pour le troll. Pareil, hein, comme le code dégueulasse. Donc le code dégueulasse pour récupérer la petite case à cocher, je passe une fois sur 4, quoi. Parce que là encore, hein, c'est Google qui, avec leurs algos, détermine si oui ou non tu es un bot par rapport à ton comportement. Mais non, mais grosso modo, ouais, dès qu'il y a un captcha, je suis baisé, hein. En fait, tout ce que j'ai montré là, c'est des machins où il n'y a pas de captcha derrière. En fait, le captcha, c'est à la page pour dire attention, vous êtes un bot, faites un captcha. Et donc là, quand j'arrive à ce moment-là, je suis baisé. Donc en fait, j'essaye de ne pas arriver à ce moment-là. Oui. C'est complètement par hasard. En fait, j'ai commencé à faire du Python quand j'étais au lycée. Et en fait, on m'avait demandé par hasard de faire une mission à la con. En fait, c'était à la base, c'était sur une page d'un événement de start-up. Je disais, la personne qui me demandait ça me demandait en fait d'extraire sur un beau fichier Excel tous les noms des startups, tout leur site internet et toute leur description. Parce qu'en fait, il avait la flemme, lui, de passer 2 heures à copier-coller 20 milliards de champs, alors qu'avec 4 lignes de code, ça se faisait en 5 secondes. Enfin, pas à préparer, mais à exécuter. Du coup, de fil en aiguille, après, on m'a demandé en fait de récupérer les infos, genre automatiquement, d'aller trouver sur Google le Twitter d'une boîte pour aller récupérer son nombre de followers, sa description, sa photo. Et comme ça, de fil en aiguille, je t'arrive toujours pour la même boîte à développer en fait un moteur d'agrégation de données, que ça s'appelle en français. Où en fait, là, ce que le logiciel fait, c'est qu'en entrée, tu lui donnes un site de start-up ou de compagnie ou n'importe quoi. Et en fait, il va aller récupérer sur Internet plein d'infos sur elle, donc sur ces sites, hein, sur LinkedIn, sur Crunchbase, sur plein d'autres sites, sous NDA, bref. Et pour après faire des belles fiches bien générées, avec un beau logo, une belle image, ce que fait la boîte, qui sont ses fondateurs, quelles sont leurs compétences, etc. C'est fait comme ça de fil en aiguille depuis 3-4 ans que je fais ça. Et je suis amené à faire ça. Voilà. Merci. Oui. Pour retirer entre guillemets l'argent, comment ça marche? Est-ce que si tu avais eu l'initiative de retirer les livres qu'il y avait... Non, non, non. Alors en gros, pour info, ils n'ont jamais mis à jour leur CGU depuis Clippy. En fait, il n'y a aucune mention de mettre des bots et compagnie. On va essayer de jouer sur ça. Et en fait, donc, quand ils ont retiré la thune, donc on est passé de 1000 à 200, parce que la grande majorité de nos serveurs étaient aux États-Unis, on leur a dit, les gars, on avait 1000 euros, ils sont passés où? Ils ont dit, en fait, le problème, c'est que vous n'aviez pas 1000 euros. C'est comme les types, vous aviez 1000 euros de promesses de dons. Donc à n'importe quel moment, on se réserve le droit de vous les virer. Donc on s'est fait ken comme ça. C'est juste ça la subtilité. Et donc en fait, l'idée, c'est que les promesses de dons, c'est seulement quand le goal est atteint que du coup tu récupères. C'est ça. En fait, Tipeee, c'est en gros, en fait, c'est ça le stress, c'est qu'en fait, on a commencé à miner des trucs en janvier. Et en fait, ce que tu fais en janvier, tu le récupères que fin février. Donc en fait, pendant 2 mois, on était comme des cons à attendre que l'argent arrive, que avant qu'il arrive. Voilà. Si vous avez d'autres questions. Bon, c'est tout.